Le petit peuple de George W. Bush. Un reportage de Serge Halimi paru avant les élections de 2004 aux États-Unis. Version intégrale de l'archive citée dans le podcast du Diplo de novembre 2020. Lu par Judith Henry. Dans les villages les plus reculés de Virginie occidentale, sur des maisons qui ne sont assurément pas cossues, des pancartes Bush-Cheney ont été apposées par des habitants qui ne rêvent pas d'une nouvelle baisse de l'impôt sur les plus-values. On remarque aussi beaucoup de « We support our troops », nous soutenons nos soldats. À Charleston, une libraire nous parle de son frère qui a choisi de voter républicain pour des raisons religieuses. Il est pourtant instituteur et n'a pas d'assurance médicale. La Virginie occidentale, c'est également le charbon. Entre routes et rivières, montagnes et chemins de fer, on rencontre souvent des mines avec leurs grands élévateurs en forme de citernes. Ici, le libre-échange n'est pas populaire, mais les écologistes ne le sont pas davantage. On les soupçonne de mettre en péril les quelques emplois industriels que les délocalisations et les fermetures de puits n'ont pas encore engloutis. Et puis, la question des armes à feu favorise les candidats les plus réactionnaires. Début novembre, les écoles ferment le jour de la reprise de la chasse aux cerfs. Plusieurs milliers de bêtes sont tuées dès les premières heures. Mais, vous savez, ici, il y en a autant que de pigeons. Piété, patrie, charbon, fusil. Déjà venus une demi-douzaine de fois en Virginie occidentale depuis le mois de janvier, les deux principaux candidats à la Maison-Blanche ont ces éléments en tête. Et ils reviendront. Plus pauvre encore que le Mississippi et la Louisiane, l'État ne désignera le 2 novembre prochain que 5 des grands électeurs sur 538, qui, à leur tour, éliront le prochain locataire de la Maison-Blanche. Mais l'incertitude du résultat en Virginie occidentale fait de ce territoire l'un des 10 les plus disputés du pays. Doté d'une très riche histoire sociale, l'État est un des fiefs du syndicat des mineurs. Figure du mouvement ouvrier, Mother Jones y anima, au début du siècle dernier et pendant près de 20 ans, certains des conflits très durs qui opposaient les esclaves de l'industrie à leurs maîtres. Ensuite, la West Virginia devint un bastion du New Deal, qui d'ailleurs sauva de la famine nombre de ses résidents les plus pauvres. Elle servit en 1960 de rampe de lancement à la candidature de John Fitzgerald Kennedy à la Maison-Blanche. 20 ans plus tard, elle compta au nombre des rares États, 6 sur 50, qui se refusèrent à Ronald Reagan. Ce bastion démocrate, le gouverneur, 4 des 5 parlementaires, 70% des élus locaux, 2 électeurs inscrits sur 3, a néanmoins commis l'impensable lors de la dernière élection présidentielle. Il s'est prononcé pour le candidat républicain. L'histoire du pays eût été différente si ce jour-là, la Virginie occidentale n'avait pas rompu avec ses habitudes. Comment une personne ayant été employée par quelqu'un d'autre peut-elle voter républicain, voter contre ses intérêts ? S'étonne Thomas Frank, auteur d'un best-seller inattendu qui précisément excelle à déchiffrer les motifs d'un tel dérangement. Comment une personne ayant été employée par quelqu'un d'autre peut-elle voter républicain, voter contre ses intérêts ? S'étonne Thomas Frank, auteur d'un best-seller inattendu qui, précisément, excelle à déchiffrer les motifs d'un tel dérangement. Folie ou pas, le parti de M. Bush contrôle désormais, pour une part grâce au soutien d'un électorat populaire, les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et la majorité des postes de gouverneurs. Dès lors que le sénateur Kerry fait appel en ce moment au conseil de M. Clinton, il serait bon qu'il n'oublie pas que le mélange de libéralisme économique et de pseudo-progressisme sociétal de l'ancien président a valu à son parti de devenir minoritaire aux États-Unis. L'homme qui a sauvé l'acier. Faire campagne dans les Appalaches le lui rappellera le cas échéant. Aucune région ne semble en effet plus éloignée de l'humeur des quartiers bourgeois bohèmes de New York, de Boston et de San Francisco, ou du credo des salles de rédaction et des salons intellectuels. Car ici, les deux principaux partis, qui rivalisent de piété et de protectionnisme, proclament leur attachement à la chasse, au charbon, à la politique industrielle et aux vertus d'autrefois.
Assister à un meeting du président Bush en Virginie-Occidentale éclaire assez vite un pan du mystère d'une popularité que les déboires de la guerre en Irak et les échecs sur le front économique et social ne semblent pas avoir trop entamé. L'homme, s'il n'a pas le charisme manipulateur de Reagan ou de M. Clinton, sait faire mouche, sans doute parce que son anti-intellectualisme, son culte de l'homme ordinaire, rejoignent les attentes et les impatiences de ses partisans les moins fortunés. Fin août, 10 000 personnes entassées dans une salle survoltée l'accueillaient à Wheeling. 10 jours plus tard, il était à Huntington. Et partout dans cette région pauvre, s'il en est, c'était la même atmosphère, le même discours. Au premier rang, à Wheeling, des banderoles proclament « Sidérurgiste pour Bush »,« W comme West Virginia ». En quelques mots chaleureux, un ouvrier, Rick, introduit « L'homme qui a sauvé l'acier, un homme d'acier, notre président George W. Bush ». Le discours qui suit est long, détaillé, quasi invariable. Éducation, protection sociale, charbon, terrorisme, Irak, acier, rien n'est oublié. Déjà prononcée 100 fois, une phrase déclenche une ovation plus appuyée que les autres. « Je n'abandonnerai jamais le soin de garantir notre sécurité à d'autres pays. » Sécurité militaire, sécurité énergétique aussi. Dans un État pauvre où les industries traditionnelles sont importantes et menacées, le président joue sur du velours. La communauté internationale n'a pas bonne presse, surtout quand elle s'exprime aussi par l'entremise d'une organisation mondiale du commerce prétendant interdire aux États-Unis de protéger la sidérurgie des Appalaches. Ici, mais également dans d'autres États convoités par les stratèges électoraux parce que susceptibles de basculer dans un camp ou dans l'autre, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, le libéralisme commercial des chefs démocrates joue contre eux. Bien entendu, M. Bush n'a pas sauvé l'acier. Il est libre-échangiste, lui aussi, comme son parti. Mais au moins, il a fait semblant de s'en soucier. Et puis, la guerre d'Irak l'a montré, l'unilatéralisme ne lui fait pas peur. Il n'invoque jamais la mondialisation pour théoriser son impuissance. Le nouvel ordre mondial, stratégique et commercial, c'est, il le proclame, l'Amérique qui doit en déterminer la plupart des règles. Avec M. Bush, les choses sont simples, les positions tranchées. Avec M. Kerry, en revanche, tout est compliqué. Nul ne peut prévoir ce qu'il ferait en Irak, par exemple. Cela dépend des jours et des sondages. Mais il y a autre chose. Si ce président est un riche patricien, il exhibe ses privilèges avec moins d'ostentation que son richissime concurrent. Grande famille de la côte Est, études privées en Suisse, mariage avec une milliardaire, 5 résidences, un avion privé pour aller de l'une à l'autre, du snowboard en hiver, du windsurf en été, même son vélo vaut 8 000 $. Avec M. Bush, l'argent ne s'entend pas. Fier de son pays, arrogant même, il se montre en revanche humble devant ses habitants. « Merci aux sidérurgistes qui me soutiennent. Merci à tous. C'est bon d'être à nouveau avec vous. Merci de votre hospitalité. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je viens. » Applaudissements. « J'ai apprécié chacun de mes séjours avec vous. » Applaudissements. « Parce que, ici, les gens sont raisonnables, travailleurs, honnêtes. Et comme moi, ils aiment l'Amérique. » Applaudissements. Je viens vous demander de voter pour moi. Et je veux que vous sachiez que je suis disposée à aller chez les gens pour leur dire « J'ai besoin de votre voix, c'est important. » Le public scande « 4 more years » 4 ans de plus. Quelques jours plus tard, à Huntington, l'humilité proclamée est associée à un thème auquel M. Bush doit en partie d'avoir triomphé en Virginie-Occidentale 4 ans plus tôt. « Je suis ici parce que j'aime la chasse et la pêche. » Applaudissements. Je sais que certains d'entre vous aiment chasser. Applaudissements. Moi qui n'arrive jamais à chasser autant que je le voudrais, je suis à la chasse aux voix. Détesté par les intellectuels et les artistes, le puissant lobby des détenteurs d'armes à feu soutient à fond les républicains, qui en échange lui concèdent tout ce qu'ils réclament. Or, c'est un mouvement actif, enthousiaste, populaire. M. Bush embraye. Vous savez, l'autre jour s'est révélée l'une de nos différences les plus notables quand mon adversaire a dit qu'on pouvait trouver le cœur et l'âme de l'Amérique à Hollywood. La foule hue. Moi, je crois qu'on trouve le cœur et l'âme de l'Amérique
ici, à Huntington, en Virginie occidentale. Applaudissements. Assurément, ce président n'a cessé d'enrichir les riches, plus ouvertement encore que ses prédécesseurs. Oui. Mais il fait des erreurs de syntaxe ou de vocabulaire. Il est simple, il consacre une partie de ses vacances à porter des bottes et à débroussailler son ranch. Ce genre de choses compte, qu'on le veuille ou non. Pendant la Convention républicaine, le film de présentation du candidat à la Maison-Blanche, entièrement axé sur le 11 septembre, comportait ce passage. Il y a des aspects de George Bush que chacun connaît. Son manque d'affection, par exemple. On en voulait une preuve ? On voyait le président dans un hôpital militaire, invitant un soldat américain amputé d'une jambe en Irak à venir faire, avec sa prothèse, du jogging à la Maison-Blanche. Les valeurs familiales ne sont jamais oubliées. Mais là encore, le thème est souvent personnalisé, en même temps que présenté de manière affable, non menaçante. Célébrer Laura permet de rappeler qu'autrefois il y eut Monica. Zell Miller, un sénateur démocrate qui soutient M. Bush, m'a dit dans l'avion que c'était dommage que je ne sois pas venu avec Laura. Il a bien raison. Rire. Vous savez, quand j'ai proposé à Laura de m'épouser, elle m'a répondu « D'accord, à condition que tu ne me demandes jamais de faire des discours politiques. » Elle était bibliothécaire dans une école publique et n'aimait pas la politique. J'ai accepté. Je l'aime beaucoup. Applaudissements. Peut-être qu'une des meilleures raisons pour vous de me réélire, c'est d'avoir Laura comme First Lady 4 ans de plus. Un air de country music clôt la rencontre, qui évoque l'éternelle histoire des couples. Je n'emploie pas beaucoup de mots compliqués, mais chacun comprend ce que je veux dire. Mon tempérament est un peu rugueux, mais je crois être exactement ce qu'il te faut. Pauvreté dans les vallées. Rencontré à Charleston, capitale de la Virginie occidentale, un militant républicain, ancien électeur démocrate, est tout ému d'avoir ailleurs assisté à une réunion identique. Bush, quand vous voyez des photos de lui dans son ranch au Texas, avec ses jeans et son chapeau de cow-boy, c'est de l'authentique. J'étais à Beckley quand il est venu, il y a 2 semaines. Il y avait bien 4000 personnes. Ils adoraient cet homme. Vous auriez dû être là pour comprendre. On ne peut pas fabriquer ce genre de spontanéité, on ne peut pas faire semblant. C'est pour ça qu'ils l'aiment. Avec lui, ils accrochent, ils pensent qu'il les comprend, et moi aussi je le crois. Beckley est situé dans un bassin houillé. La pollution se sent. C'est en enquêtant à la fin des années 50 dans une région déshéritée de ce genre, c'est en découvrant, loin des sentiers battus, dans des zones rurales, la pauvreté la mieux habillée que le monde ait jamais connue, que Michael Harrington eut l'idée d'écrire L'autre Amérique. À l'époque, chacun préférait célébrer la société d'abondance, prélude à la fin du politique. L'écho de l'ouvrage fut tel qu'il contribua à l'essor des programmes fédéraux de lutte contre la misère. Mais qu'en reste-t-il quand un gouverneur démocrate de Virginie occidentale décide de réduire de 25% les allocations sociales, passées depuis le 1er août dernier de 453 à 340 $ par mois pour une famille de 3 personnes. La prime de mariage de 100 $, elle, a été carrément supprimée. Au même moment, profitant du fait que les caisses de l'État étaient pleines, l'Assemblée locale à majorité démocrate a accordé une subvention de 750 000 $ à un tournoi de golf. La beauté naturelle et les mythes dissimulent la pauvreté, écrivait Harrington. Le voyageur traverse les Appalaches à la belle saison. Il voit les montagnes, les fleuves, les feuillages, mais pas les pauvres. Il faut en effet quitter l'autoroute, prendre des voies plus étroites pour voir proliférer les petites églises baptistes qui ne paient pas de mine et des mobil-homes. La population, avec 1 810 000 habitants, l'État est moins peuplé qu'il y a 20 ans, se regroupe au milieu de vallées escarpées. Dans le village de Mullens, 1800 habitants, la moitié des maisons et des boutiques paraissent abandonnées depuis très longtemps. La visite de M. Bush à Beckley, la première d'un président des États-Unis, y résonne encore. Les gens d'ici, nous confie-t-on, étaient très enthousiastes. Bush est pour le charbon. Il est pour qu'on exploite le charbon de Virginie occidentale et qu'on interdise les importations. Le journal local consacre sa une au retour en permission du soldat Adam T. Johnston, plus connu sous le nom de Letty. L'article commente
Quand il a rejoint la garde nationale en dernière année de lycée, Adam n'avait jamais rêvé qu'il serait envoyé un jour pour défendre la liberté. Je croyais que ça me prendrait seulement quelques week-ends et qu'en échange, j'aurais assez d'argent pour aller à l'université. Sa bourse d'études risque de lui coûter plus cher que prévu. Non loin de là, à Justice, 500 habitants, sur la porte d'un petit restaurant, le Gwen's Country Kitchen, qui sert de la nourriture roborative et de la tarte à $1 la part, un panneau « Support Our Troops » voisine avec l'annonce de l'office du pasteur. À entendre la serveuse, le vote démocrate encore majoritaire dans cette région houillère constituerait une bizarrerie héritée des parents. Une fois que les gens ont ça dans la tête, peu importe si le président est bon. Moi, je trouve qu'il a bien travaillé. L'une des principales raisons qui font que j'aime bien Bush, c'est qu'il n'est pas pour l'avortement. En plus, Gore était favorable à l'environnement, ce qui aurait fait du tort à un État comme le nôtre. Il était aussi contre l'exploitation des forêts. De toute façon, à Logan, si vous êtes contre les mines de charbon, c'est fini pour vous. La jeune femme n'a jamais entendu parler du film Matewan, inspiré d'une grève meurtrière qui a marqué en 1920 l'histoire de l'État. Pourtant, c'est peut-être depuis ces combats-là que les gens se sont mis dans la tête de ne pas voter pour les candidats des patrons. Matewan n'est situé qu'à une vingtaine de kilomètres de Justice. Le pseudo-populisme des républicains et leur recours permanent aux questions d'identité culturelle, religion, chasse, tradition, profitent de l'effacement de la mémoire sociale. Trésorier de la section locale de l'AFL-CIO, M. Kenny Perdue évoque devant nous la robuste tradition de lutte des classes de la Virginie occidentale. Les 12 000 mineurs d'aujourd'hui, majoritairement syndiqués, lui doivent des salaires très supérieurs à ceux, par exemple, des associés de Walmart, devenu le premier employeur de l'État. Pour eux, la lutte a donc payé, d'autant plus indispensable qu'ils affrontaient la garde nationale et les nervis d'un patronat plus souvent soucieux de protéger la vie des mulets que celle des hommes. 3242 morts dans les mines rien qu'en 1907, avec un taux d'accident du travail 4 fois supérieur à celui de la France à la même époque. Nous avons une histoire sociale formidable. Nous essayons de la faire enseigner dans les écoles, mais c'est très difficile, déplore M. Perdue. Les syndicats ont produit un manuel, Labor History Class, à la fois passionnant et pédagogique. Lettres de mineurs, vieilles coupures de presse, thèmes de devoir. L'objectif est résumé d'emblée. Pendant mes 12 ans d'école en Virginie occidentale, indique le narrateur fictif, un journaliste chargé du traitement de l'actualité sociale, je n'ai jamais entendu parler des grandes guerres de la mine. Le manuel n'a pas été retenu. L'école préfère la promotion des marques à celle des combats ouvriers et de l'histoire populaire. Les emplois ou les rivières? La question sociale et celle de l'environnement sont liées. C'est parce que certains mineurs s'identifient souvent aux intérêts de leurs patrons, lesquels ont lancé une association de défense du charbon, Friends of Coal, qui sous la houlette d'une star locale du football parraine à la fois activités civiques et rencontres sportives. C'est pour cela qu'ils voient d'un mauvais œil les écologistes aspirant à les défendre contre les accidents du travail et la pollution des rivières et de l'eau potable. Le dynamitage du sommet des montagnes et le refoulement des gravats et de l'arsenic dans les vallées et les rivières peuvent être perçus comme le moyen ultime de sauver des emplois. La politique de l'administration Bush a facilité ce genre d'exploitation du charbon à ciel ouvert et plus généralement a consenti à tout ce que demandaient les patrons, y compris en matière de relâchement des règles sanitaires. La silicose tue encore plusieurs centaines de mineurs par an dans le pays. Mais les républicains disposent d'une autre réponse toute faite que M. Chris Warner, président exécutif du parti en Virginie occidentale, nous sert avec conviction. Le sud de l'État est une région très accidentée. On ne peut pas la développer sans s'attaquer au sommet des montagnes pour exploiter le charbon qui s'y trouve. Déjà, il y a des procès permanents, des impôts qui nous assassinent. Il faut pourtant que les gens travaillent, ou alors il ne restera plus personne dans la région. L'existence des entreprises est menacée. Si demain, par exemple, Massey Energy quitte la Virginie occidentale, alors il n'y aura plus aucun espoir. Et ces gens-là sont de bons voisins. Non seulement ils respectent les réglementations fédérales, mais encore, ils construisent des terrains de sport pour les gosses, ils organisent des fêtes. Sans eux, la vie deviendrait presque impossible.
On perçoit la difficulté de la tâche pour les écologistes dans un État où une partie de l'électorat populaire se déclare favorable aux républicains à cause de l'environnement. Les médias, qui présentent chaque procédure engagée par les défenseurs de la nature contre les propriétaires de mines comme une nouvelle machine à fabriquer du chômage, ne les aident pas. Il y a eu, nous confie Madame Anna Seil, qui travaille pour une organisation écologiste, le Sierra Club, une décision de justice en juin 2004. Pour nous, ça représentait une grande victoire. On était tout heureux d'en parler aux journalistes de la télévision locale quand ils nous ont contactés et de leur faire part de notre satisfaction. Ils ont titré leur sujet « Le verdict du tribunal va provoquer la suppression de centaines d'emplois. Les écologistes se réjouissent ». Mais la cause de l'environnement avance-t-elle en Virginie occidentale quand Madame Anna Seil, très cultivée et fraîche émolue de l'université californienne de Berkeley, laisse échapper, je cite, « Les emplois de mineurs ne représentent plus que 2% de la population active. On devrait donc comparer le nombre d'emplois perdus en cas de fermeture des mines et le nombre de fleuves perdus en cas de poursuite de leur activité. » Sierra Club appelle à voter pour M. John Kerry. Ce dernier se garde toutefois d'être trop associé au type d'extrémisme écologique qu'on a reproché il y a 4 ans à M. Albert Gore. Sénateur démocrate de l'État, le très influent Robert Byrd y va d'ailleurs de ses conseils, lui qui a voté contre la ratification du protocole de Kyoto. Gore et l'administration Clinton avaient été trop loin sur cette question de l'environnement, en particulier à propos du charbon. John Kerry est déjà venu plusieurs fois en Virginie occidentale. Il se mettra un peu de charbon sur le museau, sur les cheveux, et il sera OK. Pendant la Convention démocrate de Boston, en juillet 2004, M. Nick Casey dirigeait la délégation de Virginie occidentale. Homme de gauche, proche des syndicats, bon connaisseur de l'histoire sociale de son État, peu sensible aux modes intellectuels, réservé à l'égard de la mondialisation, il est aussi, comme l'écrasante majorité des délégués de Boston, opposé à la guerre d'Irak. Au départ, son candidat préféré n'était pas John Kerry, mais en bon soldat, il lui prédit la victoire en Virginie occidentale. M. Casey, qui exècre le cynisme de l'actuel président, admet son talent politique. À la différence d'un Michael Moore ou de nombre de progressistes américains, il se garde de faire de M. Bush un crétin manipulé par son entourage ou un prédicateur illuminé escomptant l'apocalypse pour précipiter le règne du Seigneur sur terre. Bush est très à l'aise avec les gens. Il sait faire passer son message. Son comportement de cow-boy est quelque chose que malheureusement on aime bien en Amérique. C'est le registre du « quelqu'un m'a frappé, je vais lui rendre ses coups ». L'homme est dépourvu de sagesse, mais il sait prendre des décisions, parfois stupides. Politiquement, il est redoutable. Depuis le 11 septembre et l'épouvante sans cesse rappelée des attentats, la majorité des Américains entendent combattre l'ennemi chez lui. Et ils attendent de leur président qu'il sache prendre des décisions. Sur ce terrain du leadership, le contraste ne sert pas le sénateur du Massachusetts. La politique irakienne de M. Bush est sans issue. Certains républicains l'admettent. Mais la présentation qu'il en fait est à peu près constante et cohérente. Délicate au départ, la question des mensonges de guerre a été habilement reformulée en cette idée. Quand une poignée d'hommes armés de couteaux peut détruire 2 tours de Manhattan et une aile du Pentagone, un dictateur anti-américain constitue à lui seul une arme de destruction massive. À Huntington, M. Bush explique donc à un public d'autant plus convaincu d'avance qu'il est filtré à cet effet « Saddam Hussein ne voulait pas respecter les décisions des Nations Unies. J'ai dû choisir. Devais-je faire confiance à la parole d'un fou, oublier les leçons du 11 septembre, ou devais-je agir pour défendre l'Amérique ? Placé devant une telle alternative, je déciderai toujours de défendre l'Amérique. » Applaudissements, cris de « USA, USA ». Parce que nous avons agi, parce que nous nous sommes défendus, parce que l'obligation la plus solennelle d'un État est de garantir la sécurité de son peuple, 50 millions de personnes supplémentaires connaissent la liberté en Afghanistan et en Irak. Une élite progressiste et méprisante. Les Européens, les intellectuels et les artistes peuvent argumenter tous leurs sous sur l'exagération de la menace, les tortures d'Abu Ghraib, les pillages,
Leur crédit est nul au sein du petit peuple conservateur. Et les républicains excellent à se présenter comme assiégés, persécutés par une élite progressiste, liberal elite, réunissant à la fois avocats procéduriers, universitaires pleins de morgue, médias sans morale, comédiens donneurs de leçons. La charge n'est pas toujours infondée. L'isolement social de la plupart des intellectuels, des experts, leur individualisme et leur narcissisme, leur dédain des traditions populaires, leur mépris de ces ploucs éparpillés loin des côtes qui continuent à soutenir Bush, aveuglerait le premier venu. Il provoque un ressentiment dont Fox News et les républicains font leur pelote. Car le cas des Appalaches l'indique assez, le populisme de droite américain ne s'abreuve plus autant qu'autrefois à la fontaine d'un racisme même voilé. La Virginie occidentale s'est d'ailleurs constituée au moment de la guerre de sécession contre la défense de l'esclavage, ou à celle d'une xénophobie, d'une haine de l'autre, mais à celle d'une rancœur contre le dédain trop visible des gens d'en haut. En prenant désormais pour cible principale l'élite de la culture, ce populisme protège l'élite de l'argent. Il y parvient, parce que la suffisance de ceux qui savent est devenue plus insupportable que l'impudence des possédants. Le petit peuple de George W. Bush par Serge Halimi. Texte paru dans Le Monde diplomatique d'octobre 2004. Découvrez chaque mois une nouvelle archive dans le podcast du Diplo et retrouvez l'ensemble des articles lus sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio.